Chapitre 1. Invitation et réflexion. Le capitaine Arthur Hastings, ancien membre des forces de Sa Majesté, et tentant actuellement de se persuader que l'importation de bétail argentin était une vocation et non une distraction, avait accepté l'invitation de Sir Lionel Markham, principalement parce qu'elle tombait lors d'une semaine morne de septembre, où Londres sentait la laine mouillée et les responsabilités. La carte était épaisse, l'écriture en gras, pour marquer l'inauguration de mon labyrinthe de verre au Markham Hall. Quelques amis, un souper léger et une petite rigolade dans les jardins. L'expression « morceau d'absurdité » avait une modestie totalement étrangère à Sir Lionel, qui était de ces Anglais que le succès persuade que la litote est une forme de charme. Pourtant, c'était une vieille connaissance, un membre du club, et, comme je l'avoue, cher lecteur, je ne suis pas insensible au charme des pelouses des maisons de campagne et au bruissement des servantes dans les couloirs. Markham Hall se révéla être un édifice robuste, aux façades carrées, en briques adoucies, situé sur les Sussex Downs, avec des ailes déployées comme les bras d'une matrone pragmatique et des fenêtres qui captaient le soleil de fin d'après-midi comme un porte-bonheur. À mon arrivée, le gravier craquait agréablement sous les pneus de la moto, et l'air portait ce premier parfum frais d'automne, avec une pointe d'acidité qui promettait des feux de cheminée à la bibliothèque et des promenades rapides, col relevé. Loin au-delà, la mer scintillait dans un fil d'acier poli. À peine étais-je descendu qu'une statue de majordome se présenta à moi en la personne de Blount, un homme grand et grave dont le teint suggérait qu'il était né en tenue de soirée et qu'il serait enterré ainsi. « Capitaine Hastings » entonna-t-il. « Bienvenue à Markham Hall. Sir Lionel est dans le jardin sud avec le groupe. Puis-je porter votre sac jusqu'à votre chambre ?»« Tu peux. » ai-je accepté, et j'ai suivi la ligne de son geste discret jusqu'à la pelouse au-delà de la haie d'if. C'est là que j'ai aperçu l'objet principal du week-end. Le labyrinthe de verre, tapis sur l'herbe tel une énigme moderniste réfléchie. Il avait à peu près la taille de 2 courts de tennis côte à côte et était composé de vitres, transparentes, givrées et miroitantes, maintenues par un délicat échafaudage de métal si fin qu'il ressemblait à du fil de fer. Des sentiers serpentaient entre les vitres, des angles tournaient sur eux-mêmes, des reflets dédoublaient et inversaient le monde environnant, si bien qu'on voyait 2 ciels pour chaque nuage et 4 de soi-même, au moindre pas imprudent. Il y avait des portes étroites, à peine larges que les épaules, des pivots astucieux qui laissaient repasser une direction et en bloquaient une autre, et çà et là une vitre gravée de lierre argenté pour dérouter le regard. C'était beau, je suppose, comme l'est un couteau étincelant. « Capitaine Hastings !» s'écria une voix si enthousiaste qu'il ne subsistait aucun doute quant au propriétaire. Sir Lionel Markham s'avança vers moi, les mains tendues, robuste silhouette d'une 60aine d'années, ses cheveux blancs coiffés avec un optimisme militaire et un œillet rouge comme une proclamation. « Bravo! Vous arrivez juste à temps pour être retrouvé. »« Je préfère la deuxième option, » ai-je dit. « Et l'engin ?»« L'art, » annonça Sir Lionel d'un ton enjoué. « Et les affaires. »« L'avenir est au vert, Hastings, au vert et à la lumière. Mes usines peuvent transformer le sable en fortune. Mais Anton insiste sur le fait que c'est aussi un poème. » Il se retourna, et un homme se détacha du groupe d'invités près du labyrinthe. Anton Mercier, l'artiste, était de ce type français que les Anglais imaginent quand ils disent artiste, avec à la fois fascination et effroi. Il s'inclina sous un costume sombre qui pendait comme une opinion, les cheveux plus longs qu'on ne le pense, les yeux grands ouverts et ironiques. Il s'inclina sans raideur. « Le capitaine Hastings admire mon labyrinthe, » dit Anton avec un léger sourire. « Je n'ai rien dit de tel, » protestai-je, amusé. « Alors il est honnête. On verra s'il l'admire après l'avoir appris. » Son anglais était excellent, et il s'attarda sur le mot « humilié comme si c'était une saveur ». Un rire de femme, aussi doux qu'un foulard de soie passé dans un anneau,
flotta vers nous. « Vous pardonnerez à Anton, dit-elle. Il doit parler comme ça. Sinon, on le soupçonnera d'être gentil. » L'oratrice était Vivian Lake, l'actrice, dont le visage sur les photos avait l'air d'une promesse délicate, mais qui, en personne, était bien plus complexe, la bouche généreuse, le regard un peu trop candide. Elle portait un vert pâle qui faisait de la pelouse un poème, et des perles qui n'hésitaient pas à s'enrichir. « Vivian est cruelle, » murmura Anton, « et elle a raison. »« Mademoiselle Lake est là pour apporter du glamour, » déclara Sir Lionel, « et pour effrayer mon neveu et le forcer à bien se tenir. »« Impossible !» s'éleva une voix languissante dans l'herbe. Julian Markham, le neveu et héritier présumé de Sir Lionel, était adossé au tronc d'un cèdre, un verre d'ambre posé sur un genou. Il était beau, quoique ennuyé, les cheveux lissés en arrière, les paupières lourdes, le contour de sa bouche à la limite du sourire ou du ricanement. « Je suis intrépide. Demandez à n'importe qui. »« On vous dira peut-être oisive, » dit Lady Béatrice Markham, la seconde épouse de Sir Lionel, apparaissant avec cette étonnante quiétude que seules certaines femmes bien élevées peuvent atteindre. Elle avait peut-être la quarantaine, était mince, le visage délicat comme un camée, et un calme que je soupçonnais plus cultivé que naturel. « Capitaine. »« Hastings, comme c'est agréable. Lionel parle de vous. Connaissez-vous notre médecin traitant, le docteur Crispin Vale ?» Le docteur Vale s'inclina. C'était un homme d'une propreté irréprochable, presque ascétique. Silhouette compacte, cheveux blonds, yeux pâles et patients. Le genre de médecin qui vous conseille, sans chichi, de prendre l'air et dont les prescriptions fonctionnent parce qu'il y croit, et en rien d'autre. « Et Miss Denham, la secrétaire de mon mari, » continua Lady Béatrice. Mademoiselle Alice Denham avait la simplicité efficace d'une personne compétente. Des cheveux bruns fermement coiffés, un chemisier impeccablement impeccable, et un carnet glissé au creux de sa main aussi naturellement qu'un petit oiseau dans son nid. Elle leva brièvement les yeux, soutint mon regard avec une franchise timide, puis prit une note. « Les horaires, » dit-elle à Lady Béatrice. « Vous m'avez demandé de les apporter. »« Bien sûr, » murmura Lady Béatrice. « Le dîner est à 8 heures, et le truc absurde à 9 heures. »« Lionel, on garde nos agneaux ? » « Nous le ferons, » dit Sir Lionel, « mais pas avant que j'aie montré à Hastings le chemin d'entrée et de sortie. »« Y en a-t-il un ?» demandai-je en contemplant le puzzle en verre. Un panneau voisin captait le soleil et transformait mon visage étonné en diamant. « 3, » corrigea Anton. « La sortie triviale, la sortie prévue et la vraie sortie. »« Est-ce un catéchisme ?» demanda Vivian Lake. « Une philosophie, » dit Anton. La sortie triviale est celle que tout le monde voit. La sortie conçue est celle que j'avais prévue. La vraie sortie est celle qu'on trouve quand on se connaît soi-même. « Seigneur, » dit Julian d'une voix traînante, « j'apporterai une boussole et un psychiatre. » La compagnie rit. C'était le rire élégant de ceux qui apprécient la compagnie pour le bruit qu'elle leur permet de produire. Pourtant, le labyrinthe, malgré le soleil, dégageait une froideur complexe. Je soupçonnais que c'était à cause des miroirs. Il y a quelque chose dans le fait de se voir reflété sous des angles étranges qui rappelle que nous ne sommes pas aussi simples que nos noms sur les cartes de visite le suggèrent. Nous avons fait un petit tour. Sir Lionel, ravi par son jouet, indiquait ceci et cela d'un doigt de forain. Les loquets de secours bien dissimulés comme des rivets, les panneaux gravés de lierre givrée qui masquaient, sous certaines lumières, les jointures des charnières, les petits chiffres en laiton placés près du gazon et correspondant à un plan dans le hall. « C'est une chasse au trésor ce soir, » confia-t-il. Des mots gravés sur des vitres qu'on ne peut lire que de certaines positions. Assemblez-les et vous obtenez une citation. Le premier à revenir sur la terrasse avec lui gagne une bouteille de quelque chose qui connaît mieux les hivers que Julian. « Cruauté, » murmura Julian. « Je suis sensible à ma jeunesse. »« À propos de tout, » dit Vivian sans méchanceté. En contournant l'angle le plus éloigné, j'aperçus le jardinier près de la limite extérieure du labyrinthe,
penché sur un massif de lavande, les mains agiles. C'était un individu trapu, en manche de chemise malgré la brise, les cordes de son cou témoignant des journées passées en plein air, et portant une casquette plate enfoncée. Lorsqu'il se redressa, il révéla un visage buriné. Sir Lionel le salua avec une joyeuse condescendance. « Bickley, tout va bien. » Tom Bickley toucha sa casquette. « Oui, monsieur. Il y a une vitre qui bouge sur la piste sud. Le vent, comme s'il la faisait vrombir. Je vais la remettre en état pour ce soir. »« Bravo, » dit Sir Lionel, avant de se tourner vers nous avec l'air d'un hôte qui vient de démontrer que même ses domestiques sont aimables. Le regard de Bickley, cependant, ne se porta ni sur moi ni sur Lady Béatrice, mais sur Anton, et il resta là un instant de trop. Je ne pus le déchiffrer, ressentiment peut-être, ou curiosité, mais ce regard n'appartenait pas à un jardinier et à un artiste face à un morceau de verre. Il appartenait à deux hommes engagés, même prudemment, dans une lutte muette. À l'intérieur, Markham Hall était tel que je me souvenais de telle maison. Un hall carré au sol ciré, et à l'horloge toujours exacte, une bibliothèque aux senteurs de cuir et de tabac, et un salon où la lumière éclairait des coupes de dahlias comme des applaudissements. Des portraits désapprouvaient gentiment, et dans la salle à manger, une longue table où l'on pouvait s'asseoir avec ses ennemis à une distance convenable. Ma chambre était exposée au sud. Depuis la fenêtre, je pouvais apercevoir les lignes supérieures du labyrinthe, telles une géométrie lumineuse. Sur la coiffeuse se trouvait une carte pliée, le plan mentionné par Sir Lionel, avec le labyrinthe dessiné en lignes fines comme des nerfs, les trois sorties étant indiquées par des lettres A, B et C bien nettes. Dans la marge de l'écriture compacte de Mademoiselle Denham était écrit « Rassemblement à la terrasse à 8h55 pour instruction ». Je m'habillais avec l'impatience d'un homme qui se doute d'être ridiculisé et qui est déterminé à savourer l'expérience. La cloche sonna pour le dîner à 8h, avec une insistance qui suggérait qu'elle avait des opinions et qu'elle estimait qu'elles devaient être partagées. Nous nous sommes d'abord réunis au salon. La compagnie s'était agrandie de 2 personnes, le colonel Archer, un voisin à la moustache imposante, et Madame Imogen Archer, une femme à l'amabilité indéfectible de ceux qui n'ont jamais envisagé la possibilité d'être détestés. Le colonel parlait du temps comme s'il l'avait lui-même arrangé. Madame Archer parlait de charité comme s'il s'agissait d'un chapeau particulièrement joli, qui, espérait-elle, nous irait à tous. À table, la conversation s'est tournée, comme c'est souvent le cas en septembre, vers la City. « Du sable », déclara Sir Lionel en piquant une sole avec une passion inhabituelle, « et de la chaussodée, voilà les empires tranquilles. Les Américains investissent dans les moteurs. Nous, si nous sommes malins, investissons le nôtre dans ce que les moteurs laissent voir. »« Vos usines produisent-elles aussi bien qu'elles voient clair ?» demanda Vivian Lake en jouant avec son verre à vin d'une manière qui rendait le verre lui-même instable. Sir Lionel ricana. « Toujours le soupçon. »« Oui, mademoiselle Lake, je les ai bien nettoyés. N'imaginez pas, je vous en prie, les chaufferies telles que Dickens les voyait. »« J'imagine des bilans, » dit Julian sans regarder son oncle, « et des capitaux appelés à des heures inopportunes. » La main de Lady Béatrice, pâle et bien tenue, flottait sur sa serviette, comme si elle hésitait entre se reposer et fuir. « Ne vous disputez pas, » dit-elle à voix basse. « On discute, » corrigea Julian nonchalamment. « C'est un vice de gentleman. »« Mademoiselle Denham, » dit Sir Lionel avec une affabilité excessivement enjouée, « vous dira que le cabinet est solide. Elle connaît mes dossiers mieux que moi. » Miss Denham leva les yeux, et j'y lus une sorte d'inquiétude vite étouffée. « Les comptes sont en règle, » dit-elle. « Sir Lionel est audacieux, mais pas imprudent. » Ah, le rire d'Anton était doux. Audacieux, un mot utile quand on ne peut pas se permettre l'erreur. Si vous voulez bien nous pardonner, intervint Lady Béatrice, nous garderons le commerce pour le petit déjeuner. Ce soir, place à l'art. Pour une bouteille, corrigea le colonel Archer. Une chasse aux citations, hein? S'il y a Shakespeare, j'en tirerai un avantage. Il n'y en a pas, dit Anton.
Je préfère que mes morts soient étrangers. » « Alors nous sommes tous en mer, » gémit le colonel. Nous nous sommes levés à 9h moins 1. Des domestiques avaient allumé des lampes à huile le long du gravier, formant ainsi un dôme d'or doux sur la pelouse. Le labyrinthe, éclairé de l'intérieur par des lampes judicieusement placées au pied de certains panneaux, brillait comme une aurore boréale. Les miroirs multipliaient les lumières, créant des avenues fantomatiques là où il n'y en avait pas. Au-delà, les haies sombres tenaient conseil. Sir Lionel, ravi, excité, un jeune garçon, leva les mains. « Mes amis, les règles sont simples. Vous entrerez un par un, à 1 minute d'intervalle, par la porte principale côté nord. Vous avancerez, au gré de vos envies, en collectant les mots gravés sur certains carreaux. Les mots ne se lisent que sous certains angles. Alors soyez malins. Assemblez la phrase. Notez-la sur la carte que Miss Denham vous fournira, et, si la Providence vous le permet, revenez par la sortie que vous découvrirez. Le gagnant sera le premier à présenter la phrase correcte à Lady Béatrice sur la terrasse. »« Trivial, intentionnel, vrai, » murmura Vivian Lake. « Nous verrons bien quelle issue nous choisira. » Bickley apparut alors, marchant d'un pas rapide, casquette à la main. « Pardon, monsieur. Cette vitre est mal fixée. Je l'ai calée, mais je vous le demande, car personne ne s'appuie sur la rive sud. Elle est stable, mais le vent s'est levé. »« Très bien, Bickley, » dit Sir Lionel. « On ne se penche pas, tu entends. Le labyrinthe ne sera pas responsable de tes contusions, et moi non plus. » L'ordre d'entrée fut établi par tirage au sort. Madame Archer, avec un rire qui pardonnait d'avance au monde, passa la première. Le colonel Archer suivit, puis Mademoiselle Lake, le docteur Vail, Julian Markham, Lady Béatrice, Anton, moi-même, et enfin Sir Lionel, qui ne put résister à l'envie de jouer. Mademoiselle Denham devait rester sur la terrasse pour faire office de juge et de greffière, et pour nous réprimander pour notre tricherie, ajouta Sir Lionel. En attendant mon tour, j'observai un détail qui aurait pu échapper à quelqu'un de moins expérimenté que moi, par la fréquentation prolongée de certains esprits exigeants. Sur la table où Miss Denham avait posé les crayons et les cartes, un crayon, un seul, avait une pointe finement taillée, tandis que les autres étaient d'une douceur émoussée. Elle me vit y jeter un coup d'œil, et ses doigts tressaillirent. Dans ce tressaillement, j'y lus d'une signification intime. Puis, calmement, elle déplaça le crayon pointu et le replaça parmi ses pairs. « Prêt, capitaine Hastings ?» demanda-t-elle. « Tout à fait, » dis-je. « Une question. Y aura-t-il quelqu'un pour compter notre temps à l'intérieur ?»« Blount s'occupera des entr'actes, » dit-elle en désignant le majordome d'une légère inclination de la tête. « Et je respecterai l'heure de votre retour. »« Ah, et y a-t-il des horloges dans le labyrinthe ?» Je n'avais remarqué aucun cadran sur les ferronneries. Mademoiselle Denham hésita. « Un, » dit-elle, « par la route du sud. » Monsieur Mercier insista. Il appelait ça « une blague qui dit vrai ». « La plupart des horloges le font, » dis-je, mais elle s'était déjà retournée pour tendre une carte au docteur Vail. Du fond du labyrinthe parvint le rire bêlant et agréable de Madame Archer, puis le « parbleu » du colonel, puis une série de silences plus articulés que sonores. Vivian Lake disparut dans la glace, sa robe se transformant en un pâle fantôme, à 2, 4, 6 carreaux. Le docteur Vail passe ensuite, jetant un coup d'œil au ciel comme pour consulter un baromètre personnel. Julian entra nonchalamment, l'air d'un homme pénétrant dans un enfer de jeu où les probabilités sont déjà une insulte. Lady Béatrice s'arrêta sur le seuil, se tourna vers Sir Lionel et lui adressa un sourire si léger et si chargé d'histoire que j'eus l'impression, irrationnellement, d'avoir empiété sur quelque chose de personnel. Anton ne s'inclina devant personne et entra dans sa création. Mon tour arrive. La porte du labyrinthe m'ouvrit d'une légère pression et d'un léger clic, comme un secret murmuré. À l'intérieur, les lampes formaient de petits îlots de lumière. La vitre s'élevait légèrement au-dessus de ma tête. Je distinguais les autres invités, une manche ici, une ombre là, mais pas leur visage. Le premier mot fut rapide. Que
lisible seulement en me tenant à gauche et en me penchant en avant pour qu'une vitre miroir s'aligne avec une vitre dépolie. Je l'ai écrit sur ma carte et j'ai éprouvé une joie absurde. Le second a suivi après 2 tours. Voite. J'ai souri. Ce serait facile alors. Ce n'était pas le cas. À 2 reprises, je me suis retrouvé dans la même petite impasse où mon propre visage, vaguement ridicule, m'apparaissait de l'autre côté d'un étroit canal de lumière. Une fois, en tournant à gauche là où un reflet m'avait persuadé d'aller à droite, j'ai failli percuter une vitre. Quelque part à ma droite, j'ai entendu Julian rire à voix basse. Quelque part à ma gauche, j'ai entendu Vivian Lake s'exclamer un mot que je ne répète pas en bonne compagnie. L'horloge, lorsque je l'ai atteinte, était fixée à l'intérieur du couloir sud, sur un support élancé qui la faisait paraître flottante. Son cadran était blanc, ses aiguilles noires et élégantes. Elle tic-tac avec la sérénité d'un chat. L'aiguille des minutes marquait 9h23. J'ai collecté quoi et le. Puis, de façon inattendue, visage. La phrase prit la forme taquine de quelque chose qui serait évident une fois vu. Mon chemin déboucha sur un couloir plus long, où les miroirs jouaient avec les lampes. Et pendant un instant, je vis, devant moi, Anton bouger comme s'il avait répété. Il tendit la main et toucha une vitre de 2 doigts, puis sourit. Je ne savais pas s'il souriait à la vitre ou à lui-même. Quand je suis sorti par la sortie B, ce qui, je le soupçonne, n'était ni trivial ni vrai. J'avais sur ma carte la séquence. Le cœur voit ce que l'huile voit. Et puis un vide irritant. Lady Béatrice, revenue quelques minutes avant moi et debout, son châle contre ses épaules pâles, jeta un coup d'œil intéressé à ma carte. « Il ne vous manque que l'évidence, dit-elle. C'est ma spécialité, ai-je admis. Et alors Sir Lionel s'est écrié victorieux qu'il avait résolu le problème, et la compagnie s'est organisée autour de lui comme le font les fidèles autour d'un roi, ou les optimistes autour de l'argent. Miss Denham prit notre temps. Blount sonna une petite cloche pour déclarer la fin du concours. La mer au-delà du ha-ha tremblait comme une jupe au vent. À l'ombre du cèdre, quelqu'un, peut-être Bickley, gratta une allumette, et l'espace d'un instant la flamme dora un visage, qui pouvait être pensif ou simplement fatigué. La phrase, lorsque Sir Lionel la déclama, était « Le cœur voit ce que l'œil ne veut pas regarder ». Il y eut des applaudissements, des rires, une bouteille levée comme un drapeau capturé. C'était, comme il l'avait promis, une absurdité et une affaire, des applaudissements pour le labyrinthe et pour celui qui l'avait construit. Pourtant, tandis que nous nous dirigions vers les lumières de la terrasse et les verres qui nous attendaient, le vent se fit plus frais et fit vibrer le lierre gravé. Quelque part, non loin, une vitre chantait doucement, comme Bickley l'avait prédit. Je jetai un coup d'œil à ma carte et remarquai une tache au coin, comme si l'humidité l'avait touchée, ou le bout d'un doigt. Je l'essuyai distraitement. L'horloge du côté sud, impeccable comme toujours, marquait 9h28. J'ignorais alors, et qui le sait, que dans 24 heures, ces mains impeccables constitueraient autant une accusation qu'une mesure, que le lierre gravé paraîtrait non pas charmant, mais sinistre, que le labyrinthe cesserait d'être un jouet pour devenir la carte de ce que nous refusons de voir. J'ignorais, même si j'aurais pu le deviner, que nous avions tous déjà pris nos places selon un schéma plus précis que celui d'Anton Mercier et plus cruel que les plaisanteries de Sir Lionel. Je savais seulement que la nuit sentait la lavande et l'huile, que le crayon de Miss Denham avait été taillé trop fin, et que lorsque Lady Béatrice riait à quelque chose que Viviane disait, le rire se brisait, l'espace d'un instant, comme le verre se brise, vivement, et sur une note qui persiste. Chapitre 2. Un soupçon d'inquiétude. Le capitaine Hastings se réveilla le lendemain matin dans une maison étouffée par ce silence campagnard particulier, qui n'est pas du tout un silence, mais une texture de léger son, le bruit lointain des ciseaux d'un jardinier, le faible murmure des colombes sous les combles,
le murmure du vent qui peigne l'herbe. Il était tôt, à peine 7h30, et un ruban de brume recouvrait les pelouses, adoucissant les contours du labyrinthe de verre, jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus qu'un rêve vacillant. La compétition de la nuit précédente s'était dissipée dans les rires et le porto. Pourtant, debout devant la fenêtre, attachant ses boutons de manchette, Hastings éprouva l'étrange conviction que les murs de miroir du labyrinthe gardaient déjà un secret que la simple lumière du jour ne saurait révéler. En bas, il trouva Blount déjà dans la salle à manger, disposant les plats en argent avec une efficacité discrète qui rendait le pas d'Hastings démesurément bruyant. « Bonjour, monsieur », dit le majordome d'un ton sec mais courtois. « Bonjour, Blount. »« Tu commences tôt ?»« Toujours, monsieur. » Le majordome jeta un coup d'œil vers les porte-fenêtres où la brume pesait comme un voile gris. « Le temps menace de changer. Pluie ? Peut-être. Mais ce n'est pas la pluie qui me gêne. » Il hésita un peu trop longtemps, puis reprit son travail avec la fermeté d'un homme qui a décidé que ses pensées n'étaient pas faites pour la conversation. Hastings, peu disposé à inciter un majordome anglais à l'indiscrétion, se contenta d'acquiescer. Lady Béatrice entra, sa robe bleu pâle du matin lui conférant un air de fragilité posée. « Capitaine Hastings, » dit-elle doucement, « vous êtes un lève-tôt. »« Une habitude de l'armée, » répondit Hastings. « Difficile à désapprendre. » Elle se dirigea vers le buffet, choisissant une tartine d'une main aussi ferme que sa voix. Pourtant, quelque chose se cachait sous son assurance, une légère ombre dans les yeux, comme si une inquiétude intime s'était installée pendant la nuit. Hastings, se souvenant de son rire soudain interrompu la veille, se demanda « Sir Lionel est toujours au lit ?» demanda-t-il d'un ton léger. « Dans son bureau depuis l'aube. » Un silence. Il est souvent agité avant un voyage d'affaires. Il part pour Manchester demain. Leur échange fut interrompu par l'arrivée du docteur Crispin Vale. Il s'inclina poliment, son attitude professionnelle impeccable malgré l'heure matinale. « Bonjour, Lady Béatrice, capitaine Hastings. J'espère que vous avez tous les deux bien dormi. »« C'est assez vrai, » dit Hastings, même si le labyrinthe persiste dans les rêves. Le docteur Vale esquissa un mince sourire. Une construction ingénieuse, certes, mais de tels reflets, miroir sur miroir, peuvent perturber l'esprit. Je ne suis pas surpris que cela hante l'imagination. « Anton Mercier serait ravi de vous entendre le dire, » murmura Lady Béatrice. « Peut-être, » dit le docteur en se versant du café, « mais l'art qui perturbe est un scalpel à double tranchant. » Avant qu'Hastings puisse répondre, la porte s'ouvrit pour laisser entrer Anton lui-même. Il portait un costume anthracite et une cravate bordeaux profond, comme si la matinée était un prolongement de la nuit précédente. Son regard, sombre et moqueur, balayait la pièce d'un regard expert. « le petit déjeuner anglais, » dit-il d'un ton léger, « une cérémonie du silence. En France, on discute avant de manger, ça aiguise l'appétit. » Lady Béatrice sourit faiblement. « Je crois que nos disputes sont reportées après le bacon. » Anton rit, d'un rire à la fois chaleureux et mordant. « Alors permettez-moi de vous fournir la provocation. Le labyrinthe de Sir Lionel ne suggère-t-il pas que nous ne sommes que des reflets poursuivant notre propre image ?» Le docteur Vale haussa les sourcils. « Une philosophie sombre pour une matinée si radieuse. »« Ce n'est pas la tristesse, » répondit Anton, « c'est la vérité. Un miroir nous montre non pas ce que nous souhaitons, mais ce que nous sommes. » Avant que la conversation ne s'assombrisse davantage, Sir Lionel entra, toujours aussi vigoureux, son habit du matin d'une teinte trop gaie pour l'heure. « Bravo !» s'exclama-t-il. « La journée commence par les affaires et se termine par les loisirs. Mais ne gaspillons pas le bacon. » Il se frotta les mains, puis aperçut la brume derrière les fenêtres. « Ah !» Le labyrinthe porte son voile. Même Anton n'aurait pas pu mieux l'imaginer. Julian Markham apparut le dernier, les cheveux légèrement ébouriffés et l'air légèrement sardonique. Il prit son café noir, ignorant les toasts et les conversations, jusqu'à ce que Sir Lionel, incapable de résister, déclare
On dirait que tu as perdu un duel, mon garçon. La bouche de Julian s'inclina. J'étais en train de gagner, jusqu'à ce que je me réveille. Vivian Lake arriva derrière lui, une écharpe verte nouée négligemment autour du cou, les yeux brillants d'un amusement secret. Un duel d'esprit, sans aucun doute, dit-elle. Et on sait qui perdrait. Julian s'inclina légèrement, touché. Le petit déjeuner se déroula avec la grâce désordonnée d'une maison qui se remettait encore du sommeil. Pourtant, Hastings remarqua un curieux courant sous-jacent. Des regards échangés puis rapidement détournés. Des pauses occasionnelles qui semblaient trop délibérées. On aurait dit que les convives partageaient un savoir tacite, chacun le gardant avec la même aisance désinvolte avec laquelle ils beurraient leurs tartines. Une fois le repas terminé, sœur Lionel proposa une visite de sa verrerie à ceux qui souhaitaient l'accompagner au village. Lady Béatrice s'excusa, prétextant le besoin impérieux de l'être. Le docteur Vell proposa de rester également, invoquant des patients des environs. Anton déclara qu'il resterait pour dessiner le labyrinthe, dans son humeur matinale. Vivian Lake choisit de se joindre à l'expédition, les yeux pétillants à l'idée d'une distraction. Julian haussa les épaules avec indifférence et le suivit. Hastings, hésitant entre jouer les touristes ou les sentinelles, décida de se promener dans le parc. La brume commençait à se lever, laissant des gouttes d'humidité sur les haies, comme un bijoutier qui les disperse sans précaution. Le labyrinthe scintillait, pâle et impénétrable. Il s'en approcha, les échos des rires de la veille persistant encore faiblement sur ses murs miroitants. Tom Bickley, le jardinier, était là devant lui, accroupi près de la cour sud, là où le carreau avait frémi au vent. Il se redressa à l'approche d'Hastings, sa casquette enfoncée. « Bonjour, monsieur, » dit-il. « Bonjour. Comment se porte le labyrinthe après son triomphe du soir ?» Bickley grogna. « Ça suffit. Cette vitre avait besoin d'être resserrée. Le vent va jouer avec le verre si tu le laisses faire. Vous devez être fier du travail. » Le regard du jardinier, gris comme du silex, croisa le sien. « Fier ? Peut-être. C'est astucieux, non ? Mais les choses astucieuses se cassent vite. Et parfois, elles coupent. » Il s'essuya les mains avec un chiffon et se détourna avant qu'Hastings puisse formuler une autre question. Hastings continua son chemin, les paroles du jardinier persistant comme un frisson. Les choses astucieuses se cassent vite, et parfois elles sont coupantes. Il était presque arrivé au ha-ha quand le vrombissement lointain d'une voiture attira son attention. Il se retourna et démarra. Une petite automobile sombre s'était arrêtée devant l'allée. De là sortit une silhouette compacte à l'allure reconnaissable entre mille, la tête ovoïde, les moustaches finement cirées, le costume gris immaculé qui semblait repousser poussière et désordre. « Hercule Poirot !» s'exclama Hastings, s'avançant à grands pas avec le plaisir sincère d'un homme qui trouve un ami cher là où il l'attend le moins. « Mon cher Hastings !» s'exclama Poirot en ajustant le pli parfait de sa manchette. « Tu es surpris de me voir, n'est-ce pas ? » »« Tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène à Markham Hall ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Une lettre, mon ami, une lettre des plus curieuses. Elle parle d'une énigme, d'un danger et d'un cœur qui voit ce que l'œil ne veut pas voir. » Il sortit de sa poche une feuille de papier épais, pliée, signée seulement de l'initiale A. Hastings fronça les sourcils. « Mon Dieu, c'est la phrase même que nous avons reconstituée dans le labyrinthe hier soir. »« Justement, » dit doucement Poirot. « Et vous avez reçu cette citation avant le spectacle de la soirée ?»« C'était le défi en lui-même, » dit Hastings, encore stupéfait. « Mais cette lettre, quand vous est-elle parvenue ?»« Hier après-midi, » répondit Poirot. « À Londres. Par messager spécial. Il m'a demandé de venir au plus vite à Markham Hall. Et donc, il écarta les mains. Me voici. » Hastings regarda le labyrinthe, dont les murs miroitants reflétaient la pâle lumière du soleil comme un filet de verre. Un malaise le submergea. Qui enverrait une telle lettre ? Poirot tapota le drap plié contre ses doigts, ses yeux se plissant jusqu'à devenir chatoyants. « Voilà, mon cher, ce que nous allons découvrir. »
Mais remarquez-moi, Hastings, quand on parle du cœur et de ce qu'il voit, il y a souvent une blessure qu'aucun œil ne veut admettre. Alors qu'il parlait, un bruit provenant de la maison trancha le silence comme une lame. Le cri d'une femme, aigu, soudain et terrible. Les moustaches de Poirot se raidirent. « Voilà, dit-il doucement. Ça commence. » Chapitre 3. Le cri du matin. Le cri fendit l'air frais comme un couteau, puis resta suspendu, fragile et tremblant, avant de s'estomper dans le murmure du jardin. Hastings sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Sans un mot, lui et Poirot se retournèrent au même instant et coururent vers la maison. Au pied de la terrasse en pierre, Lady Béatrice se tenait figée, sa robe pâle du matin emportée par la brise. Sa main serrait si fort la balustrade que ses jointures en blanchissaient. En voyant Hastings et Poirot, elle retrouva sa voix, même si ce n'était qu'un murmure étranglé. « C'est Julian. » Poirot tendit la main dans un geste apaisant. « Madame, respirez. »« Où est monsieur Julian ?»« Dans le labyrinthe. » Sa voix se brisa, le dernier mot étant presque un sanglot. « Je l'ai vu entrer il y a quelques minutes. Et puis ce cri. » Elle se tourna vers le labyrinthe, dont les murs miroitants brillaient désormais d'une sérénité trompeuse sous la faible lumière du soleil. Les lampes à huile de la veille s'étaient éteintes, ne laissant apparaître que les reflets du matin. Un ciel bleu pâle, des nuages semblables à de la farine tamisée, le faible scintillement de la rosée sur l'herbe. Il semblait impossible qu'un tel cri de terreur ait pu s'échapper de ces passages silencieux. Poirot inclina la tête. « Restez ici, madame. »« Capitaine Hastings, venez. » Ils traversèrent la pelouse en toute hâte. Bickley, le jardinier, casquette à la main et visage blême, arriva de l'autre côté du labyrinthe. « Moi aussi je l'ai entendu, monsieur, » dit-il d'une voix rauque. « On aurait dit un meurtre si jamais j'en ai entendu un. »« Avez-vous vu quelqu'un » demanda Hastings. « Pas une âme. Juste ce cri. Seigneur, sauve-nous. » Les yeux sombres de Poirot parcoururent les hautes vitres. « Il y a 3 sorties, n'est-ce pas ?»« Oui, » acquiesça Bickley. « Nord, est et celle qu'on appelle la vraie sortie, côté ouest. Tout est fermé, mais pas verrouillé. »« Alors on entre par le plus proche, le nord, » dit Poirot. « Jardinier, restez où vous êtes. Si quelqu'un sort, vous observerez attentivement. » La porte céda dans un léger soupir métallique. À l'intérieur, la lumière se fragmentait en une centaine de reflets taquins. Leurs silhouettes se doublaient et se triplaient dans les vitres réfléchissantes. Le pouls d'Hastings s'accéléra tandis qu'il suivait la silhouette compacte du petit Belge, l'écho de leurs pas résonnant dans le silence. Poirot avançait sans hâte, et pourtant chaque mouvement était précis. À chaque carrefour, il s'arrêtait, la tête penchée, la moustache hérissée comme des antennes. « Vous remarquerez, Hastings, » dit-il doucement, « comme on peut facilement se laisser tromper. La vitre donne une illusion d'espace et cache la vérité. C'est le décor idéal pour une pièce de théâtre. Et pour le crime. » Ils tournèrent à un angle aigu et arrivèrent à l'horloge installée dans la rue Sud. Ses aiguilles noires marquaient 8h10. À côté, à moitié caché par un panneau en miroir, un homme était allongé. Hastings prit une inspiration brusque. Julian Markham gisait affalé sur le sol humide de rosée, la tête inclinée de façon anormale. La lumière matinale éclairait son visage pâle et la tache sombre qui s'était répandue sur le col de sa chemise blanche. Un mince filet cramoisi traçait l'angle de sa mâchoire et se déversait sur le socle en laiton de l'horloge. Poirot s'agenouilla, veillant à ne pas déranger le corps. Il toucha le point de pulsation de 2 doigts, au niveau de la gorge, puis les retira d'un léger hochement de tête. « Il est mort, » dit-il doucement. Hastings déglutit difficilement. « Seigneur, assassiné. »« Il y a une blessure au cou, » répondit Poirot d'une voix désormais sèche et précise. « L'arme n'est pas là. Observez le sang. Il est frais,
Les bords de la blessure sont propres. Ce n'était pas une chute. Hastings se força à regarder. La blessure était nette, presque chirurgicale. Il jeta un coup d'œil autour de lui, mais les panneaux ne reflétaient que lui-même. Le tueur doit encore être à l'intérieur. Peut-être. Le regard de Poirot se porta sur l'horloge. Le cri que nous avons entendu, peut-être à 8 heures précises. Cette horloge indique 8h10. Le cri nous a immédiatement attirés. Un créneau de 10 minutes, pas plus. Mais comment le meurtrier a-t-il pu disparaître dans un tel labyrinthe? Nous sommes arrivés presque immédiatement. Poirot leva le doigt. Tu oublies, mon ami, qu'il y a 3 issues, et des miroirs qui trompent l'œil. 10 minutes suffisent amplement à un homme ou une femme qui connaît les chemins. Ils entendirent des pas derrière eux. Lady Béatrice entra, le visage décoloré, suivi de près par le docteur Crispin Vale. Le médecin s'agenouilla, les mains exercées. « Il est parti », dit-il au bout d'un moment, avec la certitude d'un médecin. La carotide a été sectionnée. Une lame tranchante. Mort imminente. Lady Béatrice se couvrit la bouche, les yeux écarquillés par une tristesse qui ressemblait presque à de l'incrédulité. « Juliane, oh mon Dieu !» Poirot se leva, le regard posé sur elle avec une compassion silencieuse, mais sa voix resta ferme. « Madame, il faut appeler les autres. »« Sir Lionel ?»« Je suis allé à la verrerie, » dit Hastings, avec Vivian Lake. « Et Monsieur Anton ?» Lady Béatrice secoua la tête. « Il est resté ici pour dessiner. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Alors, trouvons-le. » Anton Mercier fut découvert non loin, accroupi devant un panneau, son carnet de croquis à la main, son fusain en équilibre. Il se retourna surpris à leur approche. « Mon Dieu !» dit Hastings sèchement. « Tu n'as rien entendu ?» Les yeux d'Anton s'écarquillèrent en voyant le visage bouleversé de dame Béatrice. « Entendre quoi ?»« Un cri, » répondit Hastings. « Juliane, il a été tué. » Anton resta un instant bouche bée, puis il ferma brièvement les yeux et murmura. « Quelle horreur !»« Tu étais là ?» dit Poirot d'un ton neutre. « Dans le labyrinthe ? Je dessinais de l'extérieur. Je n'ai rien entendu. » « Vous en êtes certain, monsieur ?» Anton écarta les mains. « Le vent a peut-être emporté le bruit. Je jure que je n'ai rien entendu. » Poirot plissa les yeux, mais ne dit rien. Il se tourna vers Bickley qui les avait rejoints, le chapeau écrasé dans ses larges mains. « Quelqu'un a-t-il quitté le labyrinthe avant notre entrée ?»« Non, monsieur. Personne. »« Alors, » dit doucement Poirot, le meurtrier est peut-être encore parmi nous, ou caché à la vue de tous. Sir Lionel et Vivian revinrent dans l'heure, leur voiture projetant des gravillons comme un jet d'accusation. À l'annonce de la terrible nouvelle, Sir Lionel devint d'abord rouge d'incrédulité, puis blême. Vivian Lake porta une main à ses lèvres, les yeux brillants d'un choc qui semblait teinté de quelque chose de plus complexe, de la peur peut-être, ou de la réflexion. L'inspecteur Hewitt de la police locale arriva peu après. C'était un homme grand et méthodique, aux manières de tenir un registre silencieux. Il prenait des notes dans un petit carnet noir, tandis que Poirot se tenait légèrement à l'écart, observant avec la patience de quelqu'un qui rassemble des informations que d'autres ne remarquent guère. « Il semblerait, » dit l'inspecteur, « que le jeune homme ait été attaqué dans ce labyrinthe. Il a été tué d'une nette coupure au cou. Aucune arme n'a été retrouvée. Nous allons fouiller les lieux. » Poirot inclina poliment la tête. « Puis-je vous aider, inspecteur ? Je suis, comment dites-vous, très expérimenté en la matière. » Hewitt hocha brièvement la tête, visiblement conscient de la réputation du détective. « Je serais ravi de votre attention, monsieur Poirot. » Poirot se tourna vers les invités. « Nous devons savoir précisément où chacun d'entre vous se trouvait au moment du cri. » Les alibis arrivèrent, hésitants et divers. Lady Béatrice avait écrit des lettres dans son salon. Sa femme de chambre pouvait en témoigner. Le docteur Vale a affirmé qu'il préparait la visite d'un patient dans le village. Le patient n'était pas encore arrivé. Anton a de nouveau insisté sur le fait qu'il avait dessiné depuis l'extérieur du labyrinthe.
Bickley a dit qu'il taillait de la lavande près du Ha-Ha, et en effet Hastings l'avait vu là. Sir Lionel et Vivian Lake étaient ensemble à la verrerie. Le directeur de l'usine l'a confirmé. L'inspecteur Hewitt prit ses notes. Poirot hocha simplement la tête, les yeux mi-clos. Finalement, il se pencha vers le sol humide, près du corps. Là, à peine visible sur la terre humide, reposait un objet unique, un crayon, dont la pointe était taillée avec une finesse inhabituelle. Hastings prit une inspiration. Mon Dieu, le crayon de mademoiselle Denham d'hier soir. Poirot le souleva délicatement avec un mouchoir. Exactement, Hastings. Le même crayon que vous avez observé, taillé trop fin. Le regard de Lady Béatrice se tourna involontairement vers la maison. Les moustaches de Poirot frémirent. Un indice, oui. Mais s'il s'agit de culpabilité ou d'autre chose, on verra bien. Pour l'instant, une chose est sûre. Le labyrinthe a accueilli bien plus qu'un simple divertissement. Et les petites cellules grises, elles doivent vraiment travailler dur. Il se redressa, le crayon tenu comme un petit poignard de vérité. « Venez, mes amis, nous devons tout remettre en question, et remettre en question le labyrinthe lui-même. Car dans ces murs de verre, la vérité se reflète, mais seulement pour l'œil qui regarde. » Chapitre 4. Les premiers fils du web. La matinée à Markham Hall s'installa dans un silence gêné, celui qui suit l'orage et en attend un autre. La maisonnée, autrefois animée par la perspective de l'absurdité de Sir Lionel, s'agita maintenant comme sous une cloche de verre. Chaque pas sur le parquet ciré semblait plus fort, chaque murmure plus lourd de questions inexprimées. Hercule Poirot se tenait devant les grandes fenêtres de la bibliothèque, la faible lumière soulignant sa silhouette impeccable. Il avait les mains jointes dans le dos, son costume gris immaculé, impeccable malgré l'effort matinal. À ses côtés, Hastings se sentait palpiter la tragédie. Les événements de la matinée se rejouaient avec une clarté terrifiante. Le cri, les miroirs des couloirs, la silhouette inerte de Julian Markham affalée sous l'horloge silencieuse. Poirot prit enfin la parole, d'une voix basse mais précise. « Mon ami, un meurtre comme celui-ci, commis dans un lieu conçu pour tromper l'œil, offre au meurtrier à la fois opportunité et danger. Nous devons examiner attentivement chaque mouvement de chaque personne. De ces petits détails émergera le schéma. » Hastings hocha la tête, même si ses pensées étaient moins ordonnées. Il semble presque impossible que quelqu'un ait pu s'échapper sans être vu. Bickley a juré que personne n'était sorti. Justement, répondit Poirot en se tournant légèrement, la moustache hérissée. Par conséquent, Hastings, il ne faut pas se laisser tromper. Soit le tueur est parmi ceux qui étaient déjà dehors, soit il a trouvé une issue qui ne nécessitait pas l'œil de Bickley. Dans un labyrinthe de miroirs, même le chemin le plus simple peut se dissimuler. La porte s'ouvrit et l'inspecteur Hewitt entra, son bloc-notes à la main. C'était un homme grand et mince dont les mouvements réfléchis suggéraient un esprit méthodique plutôt qu'imaginatif. Il inclina respectueusement la tête vers Poirot. « Nous avons commencé à fouiller le terrain, monsieur Poirot. Aucune trace de l'arme pour l'instant. Mes hommes vont ratisser les haies et le ha-ha. » Poirot sourit faiblement. « Très bien, inspecteur. Et les entretiens ?» Hewitt jeta un coup d'œil à ses notes. « J'ai parlé, brièvement à tous les invités et au personnel. Les alibis sont partiels. » Il consulta le carnet. Lady Béatrice prétend avoir été dans son petit salon. Sa femme de chambre confirme avoir apporté des lettres à signer, même si elle n'y est pas restée tout le temps. Le docteur Val dit qu'il se préparait pour une visite au village. Aucun témoin extérieur. Anton Mercier affirme qu'il dessinait près de la haie est. Bickley taillait de la lavande. Le capitaine Hastings l'a vu là. « Et Miss Denham ?» demanda Poirot. Hewitt leva les yeux. « La secrétaire ?» Elle dit qu'elle était sur la terrasse, en train de préparer la correspondance de Sir Lionel. Blount, le majordome, est passé et l'a vue. Poirot hocha légèrement la tête. « Merci, inspecteur. Nous leur parlerons nous-mêmes. Hastings, commençons par mademoiselle Denham. » Le malaise du secrétaire mademoiselle Alice Denham les attendait dans le petit salon. La lumière du soleil qui filtrait à travers les hautes fenêtres éclairait ses cheveux bruns,
et le petit carnet qu'elle tenait comme un talisman. Elle se leva à leur entrée, le visage pâle mais serein. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « pardonnez-nous de devoir vous déranger si tôt après un tel événement. » Elle inclina la tête. « Bien sûr, monsieur Poirot. Je ferai tout ce que je peux. » « Tu étais sur la terrasse quand le cri est venu ? » ?»« Oui. Je venais de fermer une lettre pour Sir Lionel. »« Seul ? » ?»« Oui, sauf que Blount est passé par là. »« Tu as clairement entendu le cri ?» Mademoiselle Denham hésita. « J'ai été surprise. C'était brutal. » Puis le silence. Poirot l'observa un instant. « Vous connaissez le labyrinthe, mademoiselle ? » « J'ai préparé les cartes des invités pour le match d'hier soir, mais je n'y ai pas participé personnellement. »« Curieux, » murmura Poirot. « Et pourtant hier soir tu as préparé les crayons pour notre concours ?» Ses yeux clignèrent. « Oui. »« Pourquoi demandes-tu cela ? » ?»« Un crayon, » dit doucement Poirot, « était taillé avec une finesse inhabituelle. Le capitaine Hastings l'a remarqué. » Ses joues se colorèrent brièvement. « Oui, je l'ai taillé pour moi. J'aime les pointes fines pour prendre des notes, mais je l'ai égaré parmi les autres. L'as-tu cherché plus tard ? » ?»« Non, j'ai oublié. » Poirot inclina la tête. « On l'a retrouvé près du corps de monsieur Julien. » Elle haleta, inspirant brusquement. « Mon crayon ? Peut-être, mais nous ne savons pas encore si sa présence est innocente ou autre. » Ses mains se crispèrent sur son carnet. « Monsieur Poirot, je jure que je ne sais rien de ce crime horrible. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Je n'accuse pas. Je constate seulement. Dites-moi, monsieur Julien vous a-t-il jamais parlé en privé ?» Un silence, puis elle dit à voix basse. « Il venait parfois au bureau quand Sir Lionel était absent. Il disait vouloir discuter des comptes de la société. Mais ses manières... » Elle s'interrompit. « Oui ? » « Il était... familier. Trop familier. Je l'évitais autant que possible. » Poirot échangea un regard avec Hastings. « Merci, mademoiselle. Vous nous avez aidés. » Une fois parti, Hastings dit doucement. « Tu penses que Julian l'a dérangé ?» Poirot haussa une épaule. « Peut-être. Mais remarquez, Hastings, son crayon sur la scène. Une coïncidence ? Peut-être. Mais il ne faut jamais présumer. » Le calme clinique du docteur Veil. Ils trouvèrent le docteur Crispin Veil dans le petit bureau attenant à la bibliothèque, en train de consulter une trousse médicale. Il les salua d'un hochement de tête, d'un air professionnel, presque détaché. « Docteur, » commença Poirot, « vous deviez voir un patient au village. »« Oui, un enfant avec une amygdale enflammée. J'avais écrit un mot à la mère quand j'ai entendu le vacarme. »« Tu étais seul ? » ?»« En effet. Mon patient n'était pas encore arrivé. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Vous connaissiez monsieur Julien ? » Il le connaissait, oui. Il était fougueux, mais il vivait sans discipline. « Tu as désapprouvé ? » « Je suis médecin, monsieur Poirot, pas juge. Mais je savais qu'il inquiétait son oncle. Dette de jeu, indiscrétion. Rien d'inhabituel chez un jeune homme aisé, mais tout de même inquiétant pour une famille. » Poirot hocha la tête. « Et vous, docteur, possédez-vous un instrument capable de provoquer la blessure que nous avons observée ?» Le docteur Val soutint son regard avec assurance. « Un scalpel chirurgical pourrait faire une telle incision, mais les miens sont là. » Poirot inclina légèrement la tête. « Nous demanderons à les voir. » Bien sûr. Lorsqu'ils partirent, Hastings murmura « Il est presque trop calme, Poirot. » Poirot tapota sa moustache. « Un médecin est formé pour calmer, mon ami. Mais parfois, le calme cache la tempête. » La philosophie de l'artiste Anton Mercier les attendait dans le jardin est, son carnet de croquis en équilibre sur un genou. Son fusain se mouvait avec une grâce absente jusqu'à ce que l'ombre de Poirot se pose sur la page. « Ah, monsieur Poirot, » dit-il sans lever les yeux, « le labyrinthe devient un théâtre de la mort. Je suppose que l'art a un prix. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Curieuse remarque, monsieur. » Anton leva enfin les yeux, son regard sombre et ironique. « Tu crois que je me réjouis ? Non. Mais j'ai construit un lieu où les reflets sont trompeurs.
Si quelqu'un l'a choisi pour commettre un meurtre, cela confirme ma thèse. L'art révèle le cœur. « Tu n'as entendu aucun cri » demanda Poirot. « Aucun. Le vent a dû l'emporter. »« Vous connaissiez Julian Markham » Anton haussa délicatement les épaules. « Nous avons parlé. » Tout l'amusait. Rien ne le préoccupait. Il flirtait avec Vivian Lake, taquinait son oncle et faisait de petits paris avec lui-même. Un enfant dans un corps d'homme. Vous vous êtes disputé. Pourquoi le ferais-je? Il ne méritait pas une dispute. Poirot l'observa. Et pourtant, votre labyrinthe est désormais le théâtre d'une mort. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le sourire d'Anton s'éclaircit. Peut-être que la mort est le reflet ultime. Poirot ne dit rien, mais Hastings sentit que l'esprit du détective rassemblait les mots comme des preuves. Une révélation silencieuse. En fin d'après-midi, la salle s'assombrit avec les premiers signes de pluie. Poirot et Hastings retournèrent à la bibliothèque où l'inspecteur Hewitt les attendait avec ses notes. « Aucune arme, » rapporta Hewitt. « Nous avons fouillé les lieux minutieusement. » Elle aurait pu être emportée, bien sûr. Poirot hocha lentement la tête. « Oui. Ou cachée là où nous n'avons pas encore cherché. » Il se tourna vers Hastings. « Le jardinier Bickley. Ses mouvements m'intéressent. Vous l'avez vu avant le cri? »« Oui, près du ha-ha, en train de tailler la lavande. » « Et après ?»« Il est arrivé en courant en même temps que nous. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Alors, il a peut-être entendu le cri, et pourtant, si je me souviens bien du plan du terrain, sa position lui offrait une vue dégagée sur la sortie ouest du labyrinthe? »« Oui, » dit lentement Hastings. « Il aurait pu voir n'importe qui partir par là. »« Justement, » dit Poirot. « Et pourtant, il prétend que personne n'est sorti. Soit il a raison, soit quelqu'un est parti par un chemin invisible, même pour lui. » Poirot s'approcha de la fenêtre. Le labyrinthe scintillait dans la lumière tamisée, chaque mur de miroir devenant une vitre obscurcissante qui capturait le spectre de l'orage qui approchait. « Hastings, » dit-il doucement, « dans ce puzzle de verre et d'ombre, chaque reflet cache une vérité. Nous devons regarder non seulement ce que l'œil voit, mais aussi ce que le cœur soupçonne. C'est là que le meurtrier se croit invisible. » Les premières gouttes de pluie frappèrent la fenêtre comme de petits coups pressants. Les moustaches de Poirot tressaillirent. « Les petites cellules grises, » murmura-t-il, « doivent fonctionner, car notre meurtrier a commencé son jeu, et il se joue avec une logique parfaite et avec du sang. » Chapitre 5. L'ombre du mobile. Une pluie fine tambourinait doucement sur les grandes fenêtres de la bibliothèque, comme si la maison elle-même était sommée de se taire. La lumière de l'après-midi, grise et tendue, baignait les panneaux de chêne d'une lueur lasse. Le capitaine Hastings se tenait près de la cheminée, troublé. Il voyait encore le corps sans vie de Julian Markham sous l'horloge froide du labyrinthe. La scène se rejouait à chaque fois que son esprit s'égarait. Près de la longue table, Hercule Poirot était assis, les doigts serrés et les yeux mi-clos. Petite silhouette contemplative d'une symétrie parfaite. « Mon ami, » dit enfin Poirot, « passons en revue ce que nous savons, pas ce que nous imaginons. Les faits, Hastings, rien que les faits. » Hastings prit une inspiration. « Très bien. Julian est entré dans le labyrinthe peu après 20 heures. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un cri. Nous nous sommes précipités. 10 minutes plus tard, nous l'avons retrouvé mort, la gorge tranchée par une lame tranchante. Bickley jure que personne n'a quitté le labyrinthe avant notre arrivée. Nous n'avons trouvé aucune arme. » Bon. Poirot ouvrit les yeux et les fixa sur le ciel gris. « Maintenant, réfléchissez. Si Bickley dit la vérité, soit le meurtrier est encore dans le labyrinthe en ce moment même, sa moustache tremblait, ce qui est impossible car nous l'avons fouillé de fond en comble, soit il n'y est jamais allé. » Hastings fronça les sourcils. « Mais ça n'a aucun sens. Julian a été tué là-bas. » Poirot tapota ses doigts. « Exactement.
Nous avons un meurtre dans un endroit qui devrait piéger le meurtrier, et pourtant, celui-ci s'échappe sans être vu. Donc, soit Bickley se trompe, soit nous devons admettre une troisième possibilité. Ce qui semble être la scène du crime n'est pas la véritable scène. Hastings cligna des yeux. « Tu veux dire que Julian aurait pu être tué ailleurs et amené ici ?» Poirot inclina légèrement la tête. « Peut-être. Il ne faut pas écarter l'improbable, seulement l'impossible. » Un léger coup frappé les interrompit. L'inspecteur Hewitt entra, son carnet à la main. « Monsieur Poirot, dit-il, j'ai interrogé à nouveau la maisonnée. Aucune arme n'a été trouvée, mais j'ai appris quelque chose qui vous intéressera. Julian devait de l'argent, beaucoup d'argent. » Les yeux de Poirot brillèrent. Les dettes, toujours instructives. « À qui ? » ?»« Surtout des dettes de jeu, dit Hewitt. « Mais il y a plus. Sir Lionel avait récemment menacé de lui couper les vivres. Il était question de modifier son testament. » Hastings émit un léger sifflement. « Donc, si Julian est mort avant la modification du testament. »« Exactement, dit l'inspecteur. Sir Lionel restera le principal héritier de sa fortune, mais son épouse, Lady Béatrice, et même Mademoiselle Denham, auraient pu s'attendre à ce que des dispositions soient prises en leur faveur si Julian était déshérité. Et Julian lui-même, s'il avait soupçonné ce changement, il aurait pu tenter de se procurer rapidement de l'argent. » Poirot hocha lentement la tête. Une volonté fluctuante est comme un nuage d'orage. Elle crée des éclairs là où on ne s'y attend pas. Il se leva et essuya une tache invisible de sa manche. « Viens, Hastings. Allons parler à Sir Lionel. » La colère de Sir Lionel. Ils trouvèrent Sir Lionel dans son bureau, arpentant un grand bureau en acajou qui portait le désordre d'une matinée renversée, des papiers éparpillés, un encrier en argent renversé, une légère odeur de fumée de cigare dans l'air. Il se retourna lorsqu'ils entrèrent, le visage encore marbré de chagrin et de colère. « Poirot, dit-il sèchement, c'est une horreur. Mon neveu, ma chair et mon sang, tué dans mon jardin comme un lapin. La police fouille et ne trouve rien. Quel genre de meurtrier ne laisse aucune trace ? Un homme qui connaît son art, dit doucement Poirot. Sir Lionel, l'inspecteur Hewitt m'informe que vous envisagez de modifier votre testament. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Est-ce pertinent ? Je refuse que mes affaires privées soient exposées. Je vous en prie, monsieur. La vérité est la seule courtoisie que nous puissions offrir aux morts. Les épaules de Sir Lionel s'affaissèrent. Il se détourna, fixant la fenêtre tachée de pluie. Très bien. Julian, il était devenu insupportable. Cartes, dettes et autres indiscrétions. J'avais l'intention de prendre des dispositions pour lui, mais pas comme mon héritier principal. Je le lui avais dit la semaine dernière. Est-ce qu'il a mal réagi ? Il a d'abord ri. Il a dit qu'il se débrouillerait sans moi. Mais je sais qu'il avait peur. Il avait beaucoup emprunté. Dieu sait à qui. J'espérais que ça le rassurerait. Au lieu de ça, sa voix s'est brisée et il a serré les poings. Au lieu de ça, il est mort. Poirot l'observa avec douceur. Et vous, Sir Lionel, vous étiez à la verrerie ce matin ? Oui, avec mademoiselle Lake. Le directeur peut en témoigner. Nous sommes revenus sur cette terrible nouvelle. Merci, dit doucement Poirot. C'est tout pour le moment. Alors qu'il partait, Hastings murmura. Il semblait vraiment secoué, Poirot. Poirot hocha la tête. Oui, mais le chagrin n'exclut pas la culpabilité, mon ami. Il faut songer au secret de chaque cœur. L'interlude de Vivian Lake. Vivian Lake les attendait dans le salon, silhouette d'une élégance discrète dans l'après-midi déclinant. Elle portait une robe vert foncé, couleur pain sous la pluie. Lorsqu'elle se retourna, son regard, brillant et entendu, croisa celui de Poirot avec une lueur de défi. « Monsieur Poirot, dit-elle, avez-vous découvert notre monstre ? » « Pas encore, mademoiselle, répondit Poirot. Il faut être patient, comme l'araignée qui guette la mouche. Elle émit un petit rire musical. Et qui de nous deux est la mouche ? Voilà ce que nous allons apprendre, dit Poirot.
Dites-moi, vous connaissiez bien Julian. Le regard de Vivian se tourna brièvement vers l'intérieur. Assez bien pour savoir qu'il était charmant et téméraire. Il aimait provoquer. Est-ce qu'il t'a provoqué? Une pause délicate. Une ou deux fois. Rien de grave. Et pourtant, hier soir, tu semblais amusé par lui. Il était amusant, dit-elle d'un ton léger. Mais l'amusement et l'affection sont deux choses différentes. Si vous me demandez si je l'aimais, la réponse est non. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Mais peut-être pensait-il le contraire. Le sourire de Viviane s'est refroidi. Peut-être. Il croyait à beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Poirot inclina la tête. « Merci, mademoiselle. »« Vous êtes très franche. » Viviane pencha la tête. « Une femme doit l'être, quand les hommes insistent pour lire ce qui n'est pas écrit. » Hastings sentit un petit frisson, ne sachant pas si c'était ses paroles ou la pluie qui le faisait frissonner. Le regard du jardinier. Plus tard, alors que le crépuscule tombait, Poirot et Hastings traversèrent la pelouse détrempée pour rejoindre Bickley, qui travaillait sous une haie ruisselante. Le jardinier se redressa, casquette à la main, le visage aussi rugueux que la terre humide. « Monsieur Bickley, » commença Poirot, « vous avez entendu le cri ce matin ?»« Oui, clair comme une cloche. »« Vous êtes certain que personne n'a quitté le labyrinthe avant notre arrivée ?» La mâchoire de Bickley se serra. « Certes, je suis là. » Les yeux sombres de Poirot le fixèrent. « Et pourtant, vous connaissez chaque recoin de ce domaine. Quelqu'un aurait-il pu passer inaperçu ?» Bickley hésita. « À moins qu'il n'ait des ailes. La sortie ouest est bien visible d'où je me trouvais. Le côté donne sur l'allée. Personne ne passait. La porte nord était celle par laquelle on entrait. J'aurais vu. » Il marqua une pause. « Mais il y a le vieux caniveau sous la haie sud. Scellé depuis des années, mais un renard pourrait s'y faufiler. » Poirot haussa les sourcils. « Ah, ce ponceau, où mène-t-il ?»« Vers le verger au loin, derrière le vieux mur de pierre. » Poirot échangea un rapide regard avec Hastings. « Et est-elle assez grande pour un homme ?» Bickley secoua lentement la tête. « Pour un enfant, peut-être. Un adulte, pas vraiment. Mais si quelqu'un est désespéré. »« Merci, » dit doucement Poirot. « C'est très instructif. » Alors qu'il se détournait, Hastings murmura. « Vous pensez que le meurtrier a utilisé le ponceau ?» Poirot leva le doigt. « On verra bien. Mais souviens-toi, Hastings, quand une porte se ferme, un assassin habile en trouve une autre, peut-être même inutilisable. » Reflet dans le verre. La nuit tomba tôt. La pluie zébrait les murs miroitants du labyrinthe, transformant chaque panneau en un rêve flou. Poirot et Hastings se tenaient sous l'auvent de la terrasse, la maison derrière eux baignée de lumière. Hastings ne put retenir sa question. « Poirot, qu'en penses-tu vraiment ?» Le regard de Poirot suivit les lignes du labyrinthe obscur. « Je crois, mon ami, que notre meurtrier nous a donné une énigme en cristal. Imaginez, un jeune homme accablé de dettes, un testament sur le point d'être changé, des cœurs agités par l'amour ou la peur. Le labyrinthe n'est pas qu'un décor, c'est un symbole. Il reflète ce que chacun souhaite cacher. Pour résoudre ce crime, nous devons trouver le reflet qui est faux. » Il se retourna, sa silhouette se découpant sur les lumières tamisées de la maison. « Demain, Hastings, nous poserons notre petit piège. Et alors, nous verrons quel cœur ne supporte pas de se voir. » La pluie tombait plus fort, tambourinant sur le toit de la terrasse d'un rythme lent et incessant. Dans le jardin, le labyrinthe de verre brillait faiblement, tel un joyau sombre dans la nuit, détenant ses secrets, tel un patient conspirateur. Chapitre 6. Poirot tend un petit piège. Le lendemain matin, humide et frais, les pelouses de Markham Hall luisaient sous la pluie de la nuit. Des nuages bas planaient sur les downs tel un plafond gris, et le labyrinthe de verre, lavé et nettoyé, se dressait, scintillant et impénétrable. Hastings en fut presque ravi, chaque mur miroir reflétant un monde déformé et dédoublé, une énigme à la fois belle et cruelle. Dans la salle du petit déjeuner,
Blount avançait avec une efficacité silencieuse, versant du café dont la vapeur était le seul signe de chaleur dans la pâle lumière matinale. Lady Béatrice était assise, les mains jointes autour de sa tasse, le visage calme mais les yeux creux. En face d'elle, Sir Lionel arpentait la pièce comme un homme habitué à commander des machines plutôt que le destin. Il s'arrêtait toutes les 2 ou 3 minutes pour piquer le journal, avant de le jeter à nouveau. Vivian Lake entra en retard, ses cheveux noirs relevés, son foulard vert noué sur ses épaules comme une bannière. Elle ne la salua pas d'abord, se contentant de s'asseoir et d'accepter le café d'un hochement de tête. Anton Mercier le suivit, un carnet de croquis sous le bras. Son visage longiligne ne trahissait rien d'autre qu'un intérêt presque félin pour la compagnie. Le docteur Crispinval était déjà là, impeccable comme toujours, son calme contrastant avec la tension qui vibrait dans la pièce tel le léger bourdonnement d'un fil. Poirot arriva le dernier, impeccable dans un costume gris tourterelle qui repoussait l'humidité matinale comme par pure volonté. Il marqua une pause, observant la compagnie avec un silence presque théâtral. Puis il inclina la tête. « Mesdames, messieurs, bonjour. Il faut être courageux et affronter cette triste journée avec le courage des petites cellules grises, n'est-ce pas ?» Sir Lionel poussa un soupir. « Le courage, c'est bien beau, Poirot, mais il faut que la police retrouve le vaurien qui a tué mon neveu. Les hommes d'Hewitt ont fouillé la maison de fond en comble. Rien. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Et pourtant le meurtrier est là, Sir Lionel. La police recherche une arme. Je recherche l'esprit qui l'a manipulé. C'est ma spécialité. » Il s'assit et joignit les doigts. « Ce matin, je propose une petite expérience. Une reconstitution, si vous voulez, du match d'hier soir. » Les sourcils noirs de Viviane se haussèrent. « Tu veux qu'on rejoue ? Après, que s'est-il passé ? » ?»« Oui, mademoiselle. Non pas pour le plaisir, mais pour la vérité. Nous suivrons chaque pas exactement comme avant. Je veillerai. Peut-être dans les reflets du miroir, le cœur caché se trahira-t-il. » Lady Béatrice frissonna. « On y est obligé ? Ça paraît morbide. »« Morbide, oui, » acquiesça Poirot. « Mais parfois, il faut regarder la mort pour voir la vie. Le meurtrier compte sur notre réticence à regarder. Il faut le décevoir. » Sir Lionel se détourna de la fenêtre. « Si cela peut aider, nous le ferons. » Le docteur Vail hocha gravement la tête. « J'en comprends le sens. » Anton haussa légèrement les épaules. « L'art exige la répétition. » « Très bien. » Les lèvres de Viviane se courbèrent légèrement. « Et si le tueur joue le jeu ?» Les moustaches de Poirot frémirent. « Alors, mademoiselle, nous veillerons. » La reconstitution. En milieu de matinée, la pluie s'était transformée en une fine bruine. Des lampes furent rallumées au pied des panneaux de verre, leur lumière diffusée par l'air humide. Le labyrinthe scintillait comme le soir du match, mais il semblait désormais être le théâtre d'une tragédie plutôt que d'un match. L'inspecteur Hewitt était revenu avec 2 agents, leurs bottes s'enfonçant légèrement dans la pelouse ramollie. Il paraissait sceptique, mais n'émit aucune objection lorsque Poirot lui expliqua son plan. « Un par un comme avant, » ordonna Poirot. « Vous prendrez chacun une carte et un crayon, et vous chercherez les mots comme hier soir. Suivez le même ordre d'entrée. Nous observerons attentivement. » Blount sonna. Madame Archer, dont la gaieté s'était atténuée mais non éteinte, entra la première dans le labyrinthe. Le colonel Archer suivit, la moustache hérissée comme un petit régiment au garde-à-vous. Un à un, les autres entrèrent. Vivian Lake, le docteur Vail, la place de Julian, évidemment vide. Lady Béatrice, Anton Mercier, Hastings lui-même. Sir Lionel entra le dernier comme précédemment. Poirot n'entra pas. Il resta dehors avec l'inspecteur Hewitt et le jardinier Bickley, son regard perçant toujours en mouvement. Il arpenta lentement le périmètre, observant chaque angle, chaque reflet des participants se déplaçant tels des fantômes à l'intérieur des panneaux. Hastings, à l'intérieur, ressentit à nouveau le charme désorientant du labyrinthe, le soudain dédoublement des couloirs, la ruse des reflets qui dévoilaient un chemin là où il n'y en avait pas. Il trouva cure et voit assez vite, puis les autres,
mais son attention se portait moins sur les paroles que sur les silhouettes de ses compagnons aperçus fugitivement à travers la vitre. Le docteur Vail se déplaçait avec la précision calme d'un chirurgien, son regard passant d'une vitre à l'autre. Lady Béatrice marchait lentement, son châle serré, le visage pâle mais figé. Anton se déplaçait comme une ombre, son carnet de croquis à la main, son fusain dessinant des traits rapides et légers. Vivian Lake se faufilait dans les couloirs, son écharpe verte étirant une traînée de couleurs dans la lumière grise. Et puis Hastings vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Au sud, près de l'horloge qui avait marqué le dernier instant de Julian, se tenait mademoiselle Alice Denham. Pourtant, Hastings était certain qu'elle n'était pas entrée. Il l'avait vue debout à côté de Poirot, à l'extérieur du labyrinthe, lorsque la cloche avait sonné. Et maintenant, elle était là, ou son reflet, le regardant droit dans les yeux à travers une vitre de givre réfléchissant. « Hastings !» La voix rauque de Poirot retentit de l'extérieur, le surprenant. Il se retourna et lorsqu'il se retourna, la silhouette avait disparu. Un secret partagé. Une fois la reconstitution terminée, les invités sortirent un à un détendus. Poirot les remercia, le visage impassible. Ce n'est qu'une fois les autres partis qu'il fit signe à Hastings de s'écarter. « Tu l'as vu ?» dit doucement Poirot. Hastings cligna des yeux. « Mademoiselle Denham, oui. Mais comment ? Elle n'est jamais entrée. »« Non. Je lui ai dit de rester dehors. Pourtant, tu l'as vue à l'intérieur. » Cela devait être un tour de passe-passe. Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement. » Un coup de loupe. « Et pourtant, mon ami, tu dois me dire précisément, où as-tu vu cette apparition ? » « Près de la piste sud, près de l'horloge. » Poirot hocha lentement la tête. « Juste comme ça. » Le lieu du décès. Et qu'a-t-elle fait ? Elle m'a juste regardé. Puis elle a disparu. Poirot sourit faiblement. Un reflet révèle ce que l'œil ne voit pas. Souviens-toi de la citation, Hastings. Tu penses que ça veut dire quelque chose ? Je le sais, mon ami. Le cœur voit ce que l'œil ne veut pas voir. Le meurtrier ne se cache pas dans l'obscurité, mais dans le reflet. Il faut regarder à nouveau. Conversation sous la pluie. Cet après-midi-là, la pluie revint, plus forte, tambourinant contre les fenêtres du salon. Poirot demande la compagnie de mademoiselle Denham. Elle entra avec hésitation, serrant son carnet contre elle comme pour la protéger. « Mademoiselle, » commença doucement Poirot, « pendant la reconstitution, le capitaine Hastings a aperçu, comment dire, votre image dans le labyrinthe. Pourtant, vous êtes resté dehors. » Les yeux de mademoiselle Denham s'écarquillèrent. « Mon portrait. Mais j'étais là, avec Blount. » En effet. Pourtant, votre reflet, si vif, est apparu près de la piste sud, là où M. Julian est mort. Ses mains tremblaient. « Je ne comprends pas. » Poirot la regarda avec une sympathie discrète. « Peut-être, mademoiselle. Peut-être pas. Dites-moi, vous aimiez M. Julian ? » « Non, » dit-elle rapidement. Puis, au bout d'un moment, il m'a poursuivi, mais je... Oui, et tu n'as pas apprécié. Elle secoua la tête, le rouge lui montant aux joues. Il me faisait peur par moments. Il me menaçait que si je refusais, il... Elle s'interrompit. Quoi ? Ruine-moi, mentit Sir Lionel. Empêche-moi de conserver mon poste. Le regard de Poirot s'adoucit. Tu le craignais ? Oui. Sa voix couvrait à peine la pluie. Mais je ne lui ai fait aucun mal, monsieur Poirot, je le jure. Je vous crois, dit Poirot. Mais écoutez bien. Parfois, la vérité ne se cache pas dans nos actes, mais dans ce que les autres imaginent que nous ferons. Prenez garde, mademoiselle. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, peut-être dangereusement. Mademoiselle Denham déglutit difficilement. Que dois-je faire ? Faites-moi confiance, dit simplement Poirot, et ne parlez plus de cette réflexion à personne. Elle hocha la tête et les yeux perçants de Poirot la suivirent tandis qu'elle partait. La réflexion de Poirot. Plus tard, à la tombée de la nuit, Hastings retrouva Poirot sur la terrasse,
contemplant le labyrinthe dont la pluie transformait les miroirs en reflets argentés. Les lampes projetaient des halos fantomatiques, leurs reflets se multipliant en 1000 vitres tremblantes. « Eh bien, Poirot, dit Hastings, vous croyez que quelqu'un a essayé de... quoi? Impliquer Miss Denham ?» Poirot secoua doucement la tête. « Non, Hastings. Le reflet que nous avons vu n'était pas un piège organisé aujourd'hui. C'est une caractéristique du labyrinthe lui-même, conçu par M. Anton. Sous un certain angle, une vitre capture et retient l'image de quiconque se tient à un endroit précis à l'extérieur. Ainsi, vous avez vu mademoiselle à l'intérieur, bien qu'elle soit restée à l'extérieur. Mais pourquoi est-ce important ? » Les moustaches de Poirot se soulevèrent en un petit sourire satisfait. « Parce que, mon ami, hier soir à l'heure du crime, quelqu'un aurait pu apparaître dans le labyrinthe alors qu'en réalité il était dehors, et ainsi avoir un alibi tout en étant sur les lieux du crime. » Hastings le fixa du regard. « Seigneur. »« Exactement, » dit doucement Poirot. « Un meurtre de reflet. Le cœur voit ce que l'œil refuse de voir. Il faut découvrir qui a voulu cela. » Il se tourna vers le labyrinthe qui s'assombrissait, où la pluie chantait doucement sur les murs en miroir, chaque goutte étant un minuscule reflet parfait d'un crime toujours non résolu. Chapitre 7. Les secrets du grand livre. Le lendemain matin, une brume rasante s'abattit sur les pelouses comme un invité lent et inopiné. La pluie s'était calmée, laissant les jardins sombres et luisants. Markham Hall, d'ordinaire si robuste avec ses briques rouges et ses angles affirmés, semblait étrangement silencieux, comme s'il guettait lui aussi le prochain coup du destin. Le capitaine Hastings descendit le grand escalier et trouva Hercule Poirot déjà au pied, son costume gris impeccable, sa moustache plus finement brossée que le crayon retrouvé près du corps de Julian. « Mon ami, » dit Poirot d'une voix presque chuchotée, « aujourd'hui, nous examinons ce que les hommes cachent, non pas derrière une vitre, mais derrière des chiffres. Le cœur peut être trompeur, mais le grand livre, ah, garde ses secrets. » Hastings esquissa un sourire contrit. « Vous voulez consulter les comptes de Sir Lionel ? Mais oui, l'argent, Hastings, est la seule passion qui laisse une trace claire, même lorsque les cœurs et les miroirs ne le font pas. » La salle du grand livre Blount, toujours aussi imperturbable, les conduisit au bureau privé de Sir Lionel, une pièce aérée, tapissée d'étagères remplies de volumes soigneusement reliés. Une odeur d'encre et de cire d'abeille flottait dans l'air. Un large bureau se dressait au centre, sur lequel mademoiselle Alice Denham avait rangé registres, dossiers de correspondance et courriers du jour. Elle paraissait pâle mais posée, ses cheveux bruns soigneusement coiffés, même si Hastings trouvait que ses yeux trahissaient la tension des heures blanches. Poirot s'inclina légèrement. « Mademoiselle, je vous demande votre aide. Nous souhaitons clarifier les affaires de Sir Lionel, en particulier celles concernant feu Monsieur Julian. » Miss Denham jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers Poirot. « Sir Lionel est avec l'inspecteur à la bibliothèque. J'ai la permission de vous aider si cela peut faciliter l'enquête. » « Très bien. Vous avez accès aux comptes de l'entreprise ? » ?»« Oui. Sir Lionel me fait confiance pour les maintenir en ordre. » « Alors, on commence. » Poirot s'assit avec un soin méticuleux, ouvrant le premier des lourds registres comme s'il s'agissait d'un recueil d'écriture. Hastings se tenait à ses côtés, mal à l'aise comme un écolier sur le point de passer un test d'arithmétique. Une piste de dette. Page après page, on découvrait la prospérité constante de la verrerie de Sir Lionel, commande du continent, contrats avec des entreprises londoniennes, profits réguliers comme le temps d'une horloge. Mais lorsque Poirot demanda les comptes personnels de Julian Markham, mademoiselle Denham hésita avant de sortir un livre plus fin et plus écorné. « Ce sont les déclarations de son fiduciaire, dit-elle. Je crains